Pouvez-vous vous présenter? Alors, je m'appelle Sylvette Noyel. J'ai été très longtemps professeure d'histoire-géographie au lycée Guy Chauvet de Loudun, que je connais bien, et notamment sa section audiovisuelle. Et depuis que je suis à la retraite, c'est-à-dire depuis un certain nombre de décennies, je travaille intensément sur l'histoire de Loudun et du pays loudunais. Alors Jacques Sergent, donc je suis loudunais, je suis né il y a bientôt 76 ans et je m'intéresse beaucoup à l'histoire de Loudunais. Je suis également collectionneur. Et donc nous avons créé le Centre de mémoire de Loudunais en 2019 pour présenter des expositions sur l'histoire contemporaine de Loudun, également sur les conflits armés. Je suis Joël Dazas, donc maire de Loudun depuis 2014, et je suis également président de la communauté de communes du Pays Loudunais, la communauté du Pays Loudunais qui regroupe 45 communes et 7 communes associées. Voilà, qui part en limite du Maine-et-Loire et qui va jusqu'à la limite de Mirebeau du nord au sud et d'est en ouest, de Beux à Curcé-sur-Dive. Voilà, nous sommes vraiment au nord de la Nouvelle-Aquitaine, ou plutôt nous sommes la vitrine et l'entrée également de la Nouvelle-Aquitaine. Qu'est-ce que la Maison de l'Art roman? Alors c'est un petit musée, mais c'est un musée extrêmement riche où un collectionneur, le notaire Henri Aymard, a rassemblé toute une collection de chapiteaux, de colonnades, de sculptures médiévales qu'il a recueillies au cours de ces années, des années pendant lesquelles il parcourait le Loudunais. Et pour mettre en valeur cette collection, il a fait construire une fausse chapelle qu'on appelle la salle des chapiteaux, où il les a mis en situation comme si on était dans un véritable édifice religieux. Mais la collection déborde largement cette chapelle puisqu'il y a 3 autres salles dans un bâtiment annexe. Depuis quand Loudun est-elle habitée? Alors, le Loudunais et la colline loudunaise sont habités depuis très très longtemps. On a des traces de passage des hommes du Paléolithique qui étaient des chasseurs-cueilleurs sous forme d'outils, mais on a beaucoup plus de traces encore des hommes du Néolithique qui se sont stabilisés. Et eux étaient des agriculteurs, des éleveurs, qui se sont donc installés de façon stable, et on retrouve leur présence à travers les très nombreuses collections d'outils qui ont été rassemblées par des collectionneurs dans le Loudunais, et également par l'importance du nombre des mégalithes dolmens et menhirs qui ont été érigés autour de Loudun et dans l'ensemble du Loudunais, notamment dans la partie nord. J'ajouterais que depuis l'année dernière, les archéologues fouillent un site d'habitat qui est le premier qu'on a trouvé dans la région et qui s'avère extrêmement riche en vestiges de toutes sortes et dont on aura les comptes rendus dans les années qui viennent. Dans combien d'années pourrons-nous avoir accès à ces comptes rendus? Ça va très très vite, il faut 1 an, 2 ans, mais ça ne va pas au-delà. D'accord. Il faut qu'ils rédigent et puis qu'ils reprennent des fouilles. Il va y avoir encore une année de fouilles cette année. Qu'est-ce que l'Empire plantagenet? Pourquoi Loudun en a-t-il fait partie? L'Empire plantagenet, dont le mot empire est contesté par de nombreux historiens parce que c'est la réunion d'États extrêmement hétéroclites, extrêmement diverses, qui en fait a eu une courte période d'existence. Donc ce rassemblement a été opéré par les comtes d'Anjou qui appartiennent à la famille Plantagenet, qui sont devenus d'abord ducs de Normandie, puis rois d'Angleterre, et enfin ducs d'Aquitaine par le mariage d'Henri II avec Aliénor d'Aquitaine. Donc c'est une superficie qui va de l'Écosse jusqu'aux Pyrénées, donc c'est un territoire immense, mais qui a eu une courte durée de vie, puisqu'il est rassemblé par Henri II lorsqu'il devient roi d'Angleterre en 1154, et il commence à se disloquer avec la prise de la Normandie par Philippe Auguste
en 1204. Comment le roi de France Philippe Auguste a-t-il conquis Loudun en 1206? Une campagne militaire contre Jean Santerre, qui était l'héritier de son frère Richard Cœur de Lion, lui-même l'héritier de son père Henri II, mais qui n'avait ni leur génie militaire, ni leur charisme. Et Philippe Auguste a mené une campagne militaire victorieuse qui lui a permis de prendre la Normandie et en plus spécialement la forteresse qu'avait fait construire Richard Cœur de Lion, donc le château Gaillard, qui défendait la Seine, forteresse imprenable et qui pourtant a été prise. Et à partir de la Normandie, il a progressé vers le sud et il a rapidement conquis Poitiers, Chinon et Loudun. A-t-il mené des rénovations dans la ville? Il a mis sa marque sur la ville. Il a voulu fortifier cette ville qui devait devenir une forteresse face à un possible retour des Anglais. Donc il a trouvé à Loudun, au sommet de la colline, une enceinte de pierre qui datait du Haut Moyen-Âge mais qui était en très mauvais état. Donc il a décidé en 1206 plusieurs choses. Il a décidé de faire reconstruire cette enceinte qui est autour de la colline, ce qu'on appelait ensuite le Grand Château, 20 tours, des murs de 2 mètres d'épaisseur, quelque chose de très puissant, dont on peut encore voir les restes aujourd'hui. À l'intérieur de ce grand château, il a fait construire ce qu'on appelle le Petit Château, c'est-à-dire une grosse tour ronde, un donjon avec ses fortifications, sur le modèle de ce qu'il avait déjà fait construire au Louvre, par exemple. Ça, c'est sa marque personnelle. Quant à la ville, il a décidé de la faire entourer par une muraille qui fait plus de 2 km de long, presque 2,5 km d'ailleurs, et percée de 4 portes dont il nous reste aujourd'hui la porte du Martret. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la décision est prise en 1206, mais que les travaux vont se poursuivre pendant tout le siècle et ne se terminer vraiment qu'au XIVe siècle, au début du XIVe siècle. Pourquoi est-ce qu'il y a eu des conflits entre catholiques et protestants à Loudun? Il y a eu des conflits entre catholiques et protestants partout. Lorsque les catholiques étaient majoritaires, ils ont opprimé les protestants. Lorsque les protestants étaient majoritaires, ils ont fait la même chose. Donc Loudun a la caractéristique d'avoir eu une communauté protestante très tôt, puisque dès 1523, on signale une communauté luthérienne à Loudun, sachant que Luther rompt avec la papauté en 1521. Donc c'est très très rapide. Donc cette communauté luthérienne a disparu, elle a été victime de la répression de François Ier, et c'est Calvin qui va vraiment implanter le protestantisme à Loudun et dans le Loudunais, et dès le milieu du siècle, il envoie un premier pasteur à Loudun. Donc la communauté protestante calviniste est déjà suffisamment importante pour qu'il juge nécessaire d'envoyer un pasteur. Donc cette communauté va prendre un grand essor dans la région, en particulier dans la ville, mais dans l'ensemble du pays loudunais. Et à la fin du XVIe siècle, les protestants ne sont pas majoritaires, ils doivent représenter à Loudun environ 40% de la population, mais ils sont largement majoritaires dans toutes les instances dirigeantes. Tout ce qui a un pouvoir de décision est entre leurs mains. Alors, des conflits, les Loudunais ont essayé de les éviter, notamment à travers un acte de 1580 qui s'appelle l'acte d'entente, où ils jurent de rester amis et de ne pas se battre les uns contre les autres. Ils n'ont pas réussi à éviter les périodes difficiles, notamment lorsque des troupes protestantes ont réussi à investir Loudun. Et il y a eu 2 années particulièrement dures. Il y a eu 1562, où les protestants ont investi l'église Saint-Pierre-du-Marché, par exemple, où ils ont ruiné la collégiale Sainte-Croix. Et l'année 1568, enfin l'hiver 1568-1569, pendant lequel un contingent protestant a campé à Loudun. Et là, il y a eu beaucoup de destruction, il y a eu des incendies, il y a eu des pillages.
Mais ça n'a rien de particulier à Loudun, parce que ça s'est passé partout pareil. C'est une question de rapport de force. Quels ont été les changements architecturaux à Loudun durant l'époque moderne? Alors, il y a un changement qui est capital, c'est que le roi Louis XIII décide de faire détruire la forteresse, c'est-à-dire les deux châteaux, le grand et le petit, qu'avait fait construire Philippe Auguste. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette décision ce n'est pas une relation personnelle entre Louis XIII ou Richelieu, mais c'est Louis XIII qui prend les décisions, et Loudun. Cette destruction, elle rentre dans un vaste programme de destruction des forteresses intérieures, cette destruction, elle est déjà demandée par les États généraux en 1614, bien avant l'arrivée de Richelieu au pouvoir. C'est pas pour le dédouaner, mais c'est pas lui qui est à l'origine de cette politique. Alors pourquoi détruire les forteresses intérieures? D'abord parce qu'elles coûtent cher à la royauté, qui a énormément besoin d'argent, parce qu'elle doit entretenir les garnisons. Ensuite, parce qu'elles peuvent servir de refuge à des seigneurs rebelles, qu'ils soient protestants ou catholiques d'ailleurs, mais également parce qu'elles ne servent plus à rien, dans la mesure où les combats ne se situent plus à l'intérieur du territoire français, mais sur les frontières. Donc, raison pour faire détruire un certain nombre de forteresses, dont Loudun fait partie. Pouvez-vous me résumer l'affaire Urbain-Grandier? Alors, résumer l'affaire Urbain-Grandier. L'affaire Urbain-Grandier, c'est une affaire très complexe. Ce qu'on peut se demander, c'est pourquoi ce curé de Saint-Pierre-du-Marché a été brûlé sur la place qui porte son nom pendant l'été 1634, pour cause de sorcellerie. Bon, aujourd'hui, il y a très peu de gens qui pensent que c'était vraiment un sorcier, donc il faut chercher d'autres raisons. Alors qu'est-ce qu'on lui a reproché à ce curé, à part d'avoir ensorcelé les religieuses ursulines? On peut lui reprocher son goût pour les femmes, à une époque où la contre-réforme est triomphante, partout en France, mais particulièrement à Loudun, et où le clergé prône la chasteté pour les prêtres. Lui ne respecte pas cette règle de chasteté. On peut lui reprocher de vouloir créer des troubles dans la ville, notamment au moment de la destruction du petit château, c'est-à-dire du donjon. Il entre en lutte pour conserver ce donjon que voudrait conserver son ami Jean d'Armagnac, qui en est le gouverneur. Donc là, il s'oppose directement au pouvoir. Donc il est fauteur de troubles, il est considéré comme un prêtre indigne, il a des problèmes avec de très nombreux Loudunais à cause de son attitude vis-à-vis des femmes, notamment. Donc il y a beaucoup de raisons qui convergent vers sa perte. Et c'est ce qui va finalement le perdre. C'est une victime de la politique de centralisation, c'est une victime de la politique d'ordre qui est menée par le pouvoir, et c'est un exemple. Il meurt parce qu'il faut un exemple. Pouvez-vous me présenter le centre de mémoire du Loudunais? Alors, le centre de mémoire présente des expositions, surtout les dimanches après-midi, également des causeries sur des sujets. Alors, nous avons organisé jusqu'à présent pas mal d'expositions. Je pense à l'affaire Marie Bénard qui a eu beaucoup de succès, avec également une causerie. Donc, cette personne, comme on sait, qui a défrayé la chronique nationale, même pendant 11 ans, donc, qui était une Loudunaise et qui a été acquittée effectivement en décembre 1961. Nous avons parlé également du Charles de Gaulle, qui était venu en 1948, en juillet 1948 à Loudun. Nous avons évoqué également les commerces, les fêtes, et actuellement, eh bien, nous parlons, nous avons une exposition sur René Monnery, comme beaucoup savez, qui était maire de Loudun pendant 40 ans, voilà, qui a eu une carrière très brillante, puisqu'il a terminé président du Sénat, c'est-à-dire le deuxième homme de l'État. Il aurait pu effectivement même être président de la République si le président était décédé.
Voilà. Et là, nous organisons, effectivement, nous passons des films aussi sur Loudun dans les années 60. Comment Loudun a changé grâce, effectivement, à cette personne qui était, on peut dire, un Loudunais donc d'exception, hein, qui a su dynamiser sa ville, hein, qui est un visionnaire, et grâce effectivement à ce monsieur et à tous les contacts qu'il a eus, eh bien, Loudun s'est doté au niveau infrastructure sportive. On peut parler de la piscine, c'était la deuxième piscine en 1964 qui a été ouverte du département, hein, et les gymnases également, et puis les logements, le Grimont s'est fait dans ces années 60, et puis surtout la zone industrielle qui a été faite, voilà, et qui a permis à cette époque à voir effectivement beaucoup de personnes sont venues à Loudun pour travailler. Voilà ce que je peux dire rapidement. Comment s'est passée l'occupation allemande à Loudun? Alors, la Seconde Guerre mondiale à Loudun, comment s'est passé bon, on va dire, c'était calme. Il faut quand même reconnaître que Loudun, une petite ville, on a eu effectivement la commandature, on a eu pendant un moment à peu près 1200 soldats pendant plus d'un an qui étaient à Loudun, hein, mais on n'a jamais eu de fait vraiment important. Bien sûr, on pense tous, quand les Allemands sont arrivés le 21 juin 1940, à l'accrochage qui a coûté la mort à 3 personnes. Hein. D'ailleurs, il y a un monument dans le cimetière, le Chématra, également Tailleux, ils étaient 3 à bord d'une chenillette, et donc ils se sont trouvés face à l'armée allemande qui était déjà arrivée, et avait quelques temps, c'était fort. Et puis autrement, il y a eu des arrestations, hein, mais on n'a pas eu vraiment. Et puis à la fin de la guerre, bon, il y a eu effectivement, voilà, juste, on avait un maquis qui s'est constitué assez tardivement, puisque mi-août, donc dans la forêt de Sévol, à proximité, et qui sont venus effectivement un peu chatouiller, si on peut dire, la présence allemande, où il y en avait encore quelques-uns, mais leur préoccupation la première, c'était de regagner effectivement l'est de la France, voilà. Donc non, on n'a pas eu le seul, si on peut noter à la fin, quand il y a eu à la libération de Loudun, le seul mort qu'il y a eu, c'est un gendarme, hein, qui revenait qui revenait avec un autre dans la soirée, et dans la pénombre, eh bien, un maquisard n'a pas pu et l'a tué. Pouvez-vous me résumer l'affaire Marie Bénard? Alors l'affaire Marie Bénard, c'est bon, elle part de rumeurs, hein, voilà, c'est rumeurs, et c'était en 1940. Ce monsieur est mort en 1947, je crois, au mois d'octobre, et voilà, il y a cette rumeur qui est venue par une amie de la famille Bénard, qui aurait dit à monsieur, aurait dit que monsieur Bénard, que Marie Bénard l'avait empoisonné. Voilà, l'empoisonné, c'était ce monsieur, ce qui était son mari, Léon Bénard. Ensuite, ça restait un peu, ça n'a pas été pris. Et c'est 2 ans plus tard que là, donc effectivement, la justice a ordonné que les corps soient exhumés, et du cimetière, le corps de Léon Bénard. Et c'est de là, c'est parti, quand on a exhumé ce corps, on a trouvé effectivement des doses massives d'arsenic. Alors une dose massive, si vous voulez, c'est parce que c'est bien au-dessus de la moyenne. Et de là, ils ont effectivement exhumé d'autres corps de la famille, et là, ils ont trouvé, effectivement, il y avait aussi des doses massives d'arsenic, et de là, c'est parti, hein. Et là, on s'est aperçu effectivement qu'il y avait toujours des héritages, si vous voulez, puisque la famille Bénard avait quand même un patrimoine assez important d'immobilier, etc. Et évidemment, c'était souvent des personnes qui étaient chez elles, puisque des personnes qui sont seules, c'était des personnes vulnérables, hein.
Hein, c'était pas des voilà, qui n'avaient pas de famille ou qui étaient seuls, etc., qui n'avaient pas d'enfants. Et voilà, et bizarrement, ils mouraient chez cette dame, chez ces gens-là, et ils héritaient. Voilà. Alors donc, effectivement, il y a eu après bataille d'experts, contre-experts, etc. Donc on a effectivement, on a dit que dans la terre du cimetière, effectivement, il y avait de l'arsenic, etc. Il y avait que le jardinier, qui était ce monsieur qui était le concierge donc du cimetière, mettait des engrais, tout ça, dans la terre, etc. Et finalement, au bout du troisième procès, il y a eu 3 procès, 52, 54 et 62. Cette dame était acquittée, comme on dit, au bénéfice du doute. Hein, voilà. Donc, elle est acquittée. Donc, voilà. Et c'est vrai que ce procès, moi, puisque j'habitais à côté, etc., je me souviens très bien, ça. Il n'y a pas qu'à Loudun, c'était dans la France entière, même ailleurs, on parlait, puisque c'était vraiment l'empoisonneuse du siècle, on l'appelait. Hein, voilà, alors est-ce que. Et c'est cette femme-là, qui était une dame, quand on la connaissait, très, très sentie, très sympathique, tout. Et voilà, maintenant. Mais c'est vrai que pour Loudun, ça a été. Et même maintenant, donc on a fait une exposition ici, et il y a énormément de monde qui sont venus, puisqu'il y a toujours ce mystère plein, même si elle est acquittée, mais il y a toujours ce mystère. Et c'est dans toutes les affaires, on a toujours ce mystère qui plane. Et est-ce que, voilà. Mais en attendant, ça a contribué à rendre la ville de Loudun célèbre, parce qu'à cette époque-là, je me souviens, les années 50, les gens faisaient un détour, surtout les étrangers, pour voir la maison de Marie Bénard. Et c'était, où est la maison de Marie Bénard? C'était un peu l'attraction de la ville de Loudun. Est-ce que l'on peut dire que la ville se porte bien économiquement ? C'est une question intéressante. La ville se porte bien économiquement. Une simple précision, la compétence économique est du ressort de la communauté de communes. Il n'empêche que les structures sont quand même sur Loudun. 3 pôles importants. Le Viennopôle, la zone industrielle dénommée le Viennopôle, où de nombreuses entreprises sont installées. Il y a de nombreuses offres d'emploi qui ne sont pas pourvues non plus. Donc, ce qui prouve aussi la bonne santé de l'économie locale. On a même une entreprise là aujourd'hui qui a envie de se développer. Et donc, on va agrandir, on va élargir un petit peu le territoire de la zone industrielle. Ça, c'est pour l'industrie. Sur le plan artisanal, on a également une zone artisanale au sud de Loudun, qui est aussi complète, qui fonctionne bien. Et enfin, on a bien sûr l'espace Caréo, où on est plutôt sur une zone commerciale, mais qui est gérée par un privé qui est donc entreprise Chessé. Donc voilà, sur le plan économique, tous les voyants sont au vert sur la ville de Loudun. Tout se passe, je dirais, normalement bien. Et en plus, après, on a toute la partie commerciale, bien sûr, qu'il ne faut pas négliger, qui existe sur Loudun, avec de nombreux commerces, bien que des vitrines vides, effectivement, apparaissent, il y a encore aussi beaucoup de vitrines qui sont occupées. Est-ce que l'on peut dire que la ville est animée ? La ville est animée. La ville est animée, plusieurs facteurs, plusieurs raisons. D'abord, nous avons 170 associations, donc un tissu associatif très riche, qui font partie aussi de notre cité et qui animent aussi notre cité. 170 associations, donc évidemment autant culturelles que cultuelles, que sportives que culturelles. Donc tous les domaines, le spectre est très large en matière associative. Nous avons aussi un programme culturel de qualité, qui est présenté en début de saison, en septembre-octobre, à l'espace culturel Monory. Nous avons aussi de nombreuses expositions régulièrement à l'espace Sainte-Croix, mais aussi à la médiathèque, à l'office de tourisme. Et puis il y a aussi la médiathèque qui fait des ateliers pendant les vacances scolaires, des ateliers qui sont proposés aux jeunes. Voilà, donc une vraie animation sur le territoire, sur la ville de Loudun.
Est-ce que des événements récents ont marqué l'histoire de Loudun? Des événements récents qui ont marqué l'histoire de Loudun, oui, je pense à l'ouverture de la Tour Carrée. La Tour Carrée qui est quand même le symbole, le fleuron de la ville de Loudun, et qui a été réouverte en 2021 après une fermeture d'environ une dizaine d'années pour des questions de sécurité. Donc elle a été complètement restaurée avec un escalier intérieur. Donc voilà, ça fait partie un petit peu, je crois que c'était une attente forte des Loudunais et bien au-delà. Donc ça c'est un événement fort. Ça a été aussi le 30e anniversaire, de l'association du prix Renaudot, des lycéens. Ça, c'était donc en 2022, donc, parce que le prix Renaudot des lycéens rayonne pour la ville de Loudun et s'inscrit aussi quand même dans la région Nouvelle-Aquitaine, et ça va même au-delà maintenant, puisqu'on a aussi la Belgique, un lycée de Belgique, un lycée de Roumanie qui participe au prix Renaudot des lycéens. Donc voilà, des événements aussi importants. Et on a aussi René Monory, donc on a le 100e anniversaire de sa naissance, qui va être au mois de juin, et avec un événement fort à Loudun, notamment le 9 juin, avec une exposition et sans doute une table ronde avec des témoignages de gens qui ont côtoyé René Monory, voilà, qui est quand même un personnage de la ville de Loudun, dont j'ai la chance et l'honneur d'occuper son siège aujourd'hui, et il a été maire de Loudun pendant 40 ans. Quels sont les faits marquants du mandat de René Monory? Alors les faits marquants de son mandat, vous en avez parlé tout à l'heure sur le plan économique, il a dynamisé la zone industrielle, hein, parce que la zone industrielle n'existait pas. Donc on a vu des entreprises arriver, des entreprises comme Agritubel et bien d'autres que M. Monory est allé chercher. Mais ça a été aussi, si vous voulez, les années fastes en matière de construction. Ça a été toute la naissance un petit peu du territoire du Grimont, où il y a eu 1000 et quelques logements qui ont été créés. Il y a eu le groupe scolaire du Martret qui a vu le jour aussi. Donc il y a une soixantaine d'années. Tout ça, c'est grâce à M. René Monory. Ça a été la construction aussi, bien sûr, de nombreuses structures sportives. Ça a été aussi la construction de l'hôpital, ça a été la construction, enfin une partie de l'hôpital, parce que l'hôpital existait avant, bien évidemment, ça a été la construction de l'espace culturel qui existe aujourd'hui et qui porte son nom, l'espace culturel René Monory. Donc, effectivement, beaucoup d'ensembles qui ont vu le jour sous l'ère René Monory. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Je voudrais dire deux choses quand on essaie de réfléchir sur l'histoire de Loudun. À Loudun, on accuse beaucoup Richelieu de tous les maux, comme vous avez dû l'entendre. Mais il faut se souvenir de deux choses. Richelieu est tout-puissant, notamment quand l'ordre est donné de détruire la forteresse. Mais cette puissance tient à un fil. Et ce fil, ça s'appelle la confiance du roi. S'il perd cette confiance, il n'est plus rien. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que c'est le roi qui décide. Louis Richelieu a un rôle de conseil. Son intelligence lui permet de donner au roi des synthèses extrêmement claires qui résument des situations globales, avec des solutions, avec les conséquences de telle solution par rapport à telle autre. Mais c'est Louis XIII qui choisit, et Louis XIII est un roi extrêmement soucieux de son autorité, qui n'admet pas qu'on intervienne lorsqu'il s'agit de son autorité. Donc je crois que c'est des choses qu'on oublie un petit peu à Loudun lorsqu'on accuse Richelieu d'avoir détruit la forteresse ou d'avoir fait brûler Urbain Grandier. Et puis j'ajouterai une autre chose qui concerne les pierres du château, dont beaucoup de gens croient qu'elles sont parties pour Richelieu.
Alors je voudrais dire que ce départ des pierres pour Richelieu, qui était quand même un événement considérable, il fallait transporter sur des chemins avec des chariots des quantités de pierres impressionnantes sur une vingtaine de kilomètres. Aucun historien de Loudun n'en parle. Et on a des historiens très sérieux, très intéressants, au XVIIe, au XVIIIe, au XIXe, et même au XXe. Et même un historien comme Louis Charbot-Golasset, qui aime bien les belles histoires, ne donne pas cette raison, ne dit pas que ces pierres sont parties pour Richelieu. C'est quelque chose dont on commence à parler au milieu du XXe siècle. Et c'est une histoire qui a tellement plu qu'elle a pris racine et que maintenant elle est devenue quasiment une vérité officielle. Loudun est une belle ville. Loudun est une belle ville. Nous avons réussi à stopper une démographie qui était quand même fortement en baisse. Donc voilà, j'attends avec impatience également le résultat parce que c'était le recensement là, en 2023. Donc j'ai hâte de connaître la nouvelle population loudunaise, le nombre. Donc il faut bon vivre à Loudun. On a la chance d'avoir encore les services de santé, on a la chance d'avoir des commerces, on a un programme culturel riche, on a sur le plan de la scolarité plusieurs pôles scolaires. On peut faire de la maternelle à la terminale et voire plus parce qu'il y a une section aussi BTS au lycée. On a un lycée professionnel. Donc voilà, je crois qu'on a la chance de pouvoir vivre à Loudun et bien vivre à Loudun. Et nous sommes proches, nous sommes toujours au milieu de quelque chose, mais nous sommes proches de villes qui sont aussi intéressantes et à taille tout à fait humaine, que sont le Chinonais, le Saumurois et le Thouarçais, avec qui nous travaillons beaucoup parce que le Loudunais, c'est aussi le bassin de vie qui ressemble un petit peu au Thouarçais, et nous travaillons beaucoup avec le Thouarçais, notamment en matière de contractualisation avec la région qu'est la Nouvelle-Aquitaine. Voilà, moi j'invite les gens à venir vraiment à Loudun, tous ceux qui auront la chance de découvrir ces petits reportages, j'invite les gens à venir découvrir Loudun, aussi par son patrimoine historique qui existe, parce que je vous ai parlé tout à l'heure de la tour carrée, mais c'est aussi l'échevinages, c'est la porte du Martret qui a également été restaurée. Nous avons la chance aussi d'avoir des musées, le musée Charbonneau-Lasset, le musée Théophraste Renaudot, le musée lapidaire qui est un petit peu en sommeil actuellement. Donc voilà, et un office de tourisme qui existe à Loudun, où nous avons un projet également de sans doute le déplacer, parce qu'il est aujourd'hui pas trop lisible, pas trop visible. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on dynamise un petit peu aussi sur le plan touristique. On a la chance d'avoir beaucoup de choses autour à Loudun et autour de Loudun. À nous d'aller chercher un petit peu les touristes qui sillonnent un petit peu les bords de Loire et voilà, et les faire venir jusqu'à Loudun. C'est un vrai chantier, mais croyez bien que nous y attachons une grande importance pour retrouver un petit peu de vie et d'activité supplémentaire sur Loudun.